d'accord. Il y a à côté de la main, il y a... Ah, quelqu'un a commencé déjà à enregistrer, non? Donc, pour le... Revenons à notre résumé. Donc, on a dit que les hématies sont des cellules dépourvues du noyau et donc pas de production, pas de renouvellement du contenu érythrocytaire et par conséquence, on aura déjà, c'est-à-dire les hématies sont libérées par un certain nombre d'organites, par une réserve de protéines, par une réserve d'enzymes. Et au cours des jours, on aura la consommation, c'est-à-dire ces enzymes, ils vont travailler pour maintenir donc les hématies en vie, mais à une certaine période, ces enzymes vont lâcher et donc les hématies, elles peuvent pas être, elles peuvent pas assurer sa fonction principale qui est la fixation d'oxygène au niveau pulmonaire et la relargage de ce dernier au niveau tessulaire. Donc, sa fonction principale, l'oxygénation tessulaire, elle ne sera pas bien assurée par ces hématies à certains moments. Et donc, ces hématies devraient être éliminées du circuit et renouvelées par d'autres hématies. Ce qu'on appelle donc l'hémolyse physiologique. Donc, l'hémolyse physiologique, si on veut le définir, il y a une simple définition, il n'y a pas plus simple que ça. Donc, il s'agit la destruction des hématies au terme de leur vie. Donc, ce sont des hématies âgées qui ne peuvent pas assurer leur fonction et généralement, leur espérance de vie, elle est aux alentours de 120 jours. Et cette destruction, donc, si on va parler à une... Si, ça sous-entend donc libération du contenu cytoplasmique des globules rouges et qui dit contenu, général, à 33%, c'est de l'hémoglobine, et donc il va être en parallèle dégradé en différentes compositions et soit éliminé, soit capté pour être réutilisé de nouveau pour synthétiser une nouvelle hématie. Donc, cette hémolyse physiologique est compensée immédiatement par production médulaire parce que le corps humain, il est là, voilà. Donc, le liquide biologique, qui est le sang, qui va assurer tout ce qui est transport de nutriments, pardon, des éléments figurés du sang et de l'oxygène aussi par le biais des globules rouges. Il va dire, voilà, j'ai des hématies qui sont âgés, qui n'assurent pas leur fonction, donc ils ne peuvent pas satisfaire le corps et donc ils ne peuvent pas assurer leur fonction. Et donc, il va donner le signal à la moelle osseuse par stimulation, bien sûr, de l'érythropoïétine pour activer et pour produire d'autres hématies qui vont remplacer cette ancienne équipe qui ne sert à rien, entre parenthèses. Donc, toujours, cette hémolyse physiologique, elle est compensée rapidement par une production médulaire. Et ce phénomène, il n'aura jamais, donc sans répercussion clinique ni biologique sur le sujet. Donc, il n'y aura rien, parce qu'il y a toujours un remplacement, c'est-à-dire une cellule éliminée et une cellule qui va la remplacer et donc il n'y aura pas d'expression clinique, on ne va rien sentir. C'est-à-dire le renouvellement cellulaire, il se fait de manière continue, sans arrêt, et ça, ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique. Il faut savoir que l'hémolyse physiologique, il se fait en plusieurs endroits, généralement au niveau tessulaire, donc soit au niveau médulaire, au niveau de la race et au niveau hépatique. On a aussi une petite quantité qui se fait au niveau intravasculaire. C'est bon? Donc, ce phénomène, donc, il existe toujours un équilibre entre la destruction des cellules âgées et la production des nouvelles cellules. Cette balance, elle est en équilibre à l'état physiologique. Une fois rompue, on va aller vers l'hyperhémolyse ou l'hémolyse pathologique. Et s'il y a plus de production que destruction, dans ce cas-là, ça sera tout ce qui est prolifératif. Donc, on va rentrer dans les
syndrome myéloprolifératif. Destruction, c'est tout ce qui est hyperhémolyse. Maintenant, on va bien expliquer, c'est-à-dire que vous allez dire pourquoi il existe la destruction physiologique des hématies. Pour simple raison, donc il faut savoir qu'il existe plusieurs mécanismes. Les mécanismes sont très nombreux, mais la seule qui peuvent expliquer vraiment la cause de l'élimination des hématies, c'est l'atteinte de la déformabilité et donc les propriétés rhéologiques des hématies. Parce que vous savez qu'il existe des vaisseaux de plusieurs calibres, du grand, voire même de petits calibres. Et donc, l'hématie a cette propriété de changer, donc de propriétés liées à la viscosité, liées à la plasticité de la membrane érythrocytaire, qui permettra aux hématies de se déplacer pour bien exercer, c'est-à-dire pour oxygéner les différents organes et les différents tissus. Et donc, si cette déformabilité, elle est atteinte, donc elle ne peut pas assurer sa fonction et donc elle devrait être éliminée. Quelles sont ces modifications qui peuvent donc donner, qui peuvent toucher, pardon, à la déformabilité de cette cellule? Donc, il existe plusieurs modifications. On a des modifications biochimiques, des modifications morphologiques, des modifications de la plasticité et des modifications antigéniques. Commençons par la première modification, qui est la modification biochimique. Au départ, j'ai parlé du contenu enzymatique, déjà vu dans le cours métabolisme érythrocytaire. Vous savez que l'hématie, pour exercer sa fonction, elle nécessite aussi, pour rester en vie, donc elle nécessite une certaine énergie. Donc, cette énergie, elle est due au métabolisme érythrocytaire par la transformation du G6P, du glucose 6-phosphate, pour donner donc deux molécules de pyruvate, je pense, et ensuite transformer en lactate. Donc, ce métabolisme énergétique, elle se fait par deux voies. Une voie principale qui est la voie d'Obden-Meyerhoff et la voie, c'est pas secondaire, mais complémentaire, donc qui participe en faible pourcentage, donc dans la production d'un faible pourcentage d'énergie, c'est la voie chaîne de pentose. Donc, cette voie, vraiment, elle est minime, mais en parallèle, elle est très importante parce que c'est à partir de cette voie qu'on aura la synthèse du NADPH. Et vous savez que NADPH, il intervient comme coenzyme dans la réduction du glutathion et donc il va éviter l'action des agents oxydatifs qui permettra donc la formation du corps de Hens et donc la destruction en parallèle des hématies. Donc voilà le rôle des enzymes, c'est de maintenir toujours les hématies en vie par la production d'ATP et l'ATP qui permettra le fonctionnement exact des pompes anioniques, donc pour l'entrée du calcium et le sortie bien sûr du potassium. Voilà, l'entrée du potassium, mais aussi le sortie du calcium. Donc, diminution du contenu enzymatique, il va entraîner un ralentissement métabolique, qui est responsable en parallèle aussi perte de lipides membranaires. Il y aura aussi la fixation excessive du calcium sur les protéines membranaires. Et donc, on aura l'élimination et la sortie du potassium secondairement. Et cette fixation va entraîner la rigidité membranaire et qui dit rigide, dit pas de plasticité, pas de déformabilité et donc stagnation au niveau de la circulation et qui va être phagocytée et éliminée du circuit. Et bien sûr, donc, ces modifications, cette diminution enzymatique, elle va pas protéger donc l'hémacée, elle ne va pas bien protéger l'hémacée contre les phénomènes oxydatifs et donc la formation des corps de Hens. Et qui dit corps de Hens dit donc aussi une rigidité membranaire et aussi une élimination de la circulation sanguine de cette cellule. Deuxième modification qui
qui est la suite, on peut dire, c'est vraiment ces modifications sont liées. Donc, c'est la modification morphologique. Une fois qu'on aura voilà, une déshydratation, c'est-à-dire l'entrée du calcium et la sortie du potassium, et une déshydratation des hématies, les cellules vont devenir plus, on aura une tendance à la sphérocytose au lieu d'être discoïdes. Donc, on aura des sphérocytes. Et cette diminution de la surface va entraîner donc aussi une augmentation, c'est-à-dire une hyperhydratation, voilà, une augmentation aussi du volume intra-érythrocytaire qui va entraîner aussi l'élimination de cette cellule. Troisième modification, c'est la modification de la plasticité. Donc, qui dit diminution de la déformabilité des hématies, ça veut dire stagnation dans les capillaires et donc élimination aussi du circuit. Modification antigénique, là, ce qu'on appelle, c'est le rôle immunologique, c'est l'immunosénescence. Il s'agit de formation d'un antigène de sénescence. Donc, une fois que la cellule, que ce soit les hématies ou autres cellules, elle devient âgée, elle ne peut pas exercer sa fonction, donc elle devient un plus dans l'organisme. Dans ce cas-là, on aura la formation de cet antigène et qui sera exprimé sur la membrane érythrocytaire et l'expression de cet antigène va stimuler stimuler les macrophages et les cellules du système phagocyte mononucléé pour être donc phagocytées, captées par les macrophages et hémolysées, voilà, et détruites, éliminées. Vous allez après voir, on va après citer toutes les conséquences de cette captation et de cette destruction des hématies. Voilà. Là, on a terminé avec les mécanismes responsables de l'hémolyse physiologique. Maintenant, j'ai déjà cité que l'hémolyse se fait principalement au niveau tissulaire, mais il existe une partie au niveau intramodulaire, donc intravasculaire, pardon. Donc, les hématies âgées sont phagocytées par les macrophages du système des phagocytes mononucléés. Et donc, ce phénomène, donc l'hémolyse, se déroulera essentiellement dans la moelle osseuse et accessoirement, généralement, la grande partie, c'est au niveau de la moelle osseuse et une faible partie au niveau hépatique et splénique. Lorsqu'on parle de l'hémolyse intratissulaire, c'est à 85%, ça veut dire que 85% des hématies âgées sont détruites au niveau tissulaire et 15% au niveau de la circulation, donc un faible pourcentage de globules rouges qui seront détruits au niveau de la circulation. Maintenant, les conséquences. Donc, il faut savoir que chaque jour, il y a une destruction de 1 sur 120e hématie par jour. Vous recevez les diapos? Il y a un problème de diapo? Non? Oui, il y a un problème? Ou... Oui, Myriam. Ferhat? Il y a un problème? Ah, message non lu, je vais voir. Bonjour, oui, madame, oui, madame. Concernant quoi? Vous n'arrivez pas à voir le diapo? C'est blanc, je ne reçois plus rien. Ah, c'est pas vrai. Depuis le début de la présentation? Ah, est-ce que ce problème, ça concerne que Ferhat et les autres? C'est peut-être que c'est un problème. Ah, d'accord, très bien. Donc, les diapos passent normal pour moi. Ah, très bien. Donc, on va continuer avec le cours. Pour terminer, voilà, c'est un cours qui est très simple. J'espère que vous arrivez à me suivre. Au moins, pour les gens qui n'ont pas le diapo, j'espère que vous arrivez à comprendre. Je sais qu'il n'y a pas de schéma pour le moment. Mais après, je ne sais pas. Après, vous aurez le diapo. De toute façon, je vais vous l'envoyer par mail. J'espère que le délégué est présent. Et donc, ils peuvent m'envoyer son adresse mail à la fin de cette séance.
Je vous envoyerai donc le diapo, voilà, la présentation PowerPoint du cours. Donc, pour les conséquences de l'hémolyse, donc, il faut savoir que chaque jour, il y a une destruction de 1 sur 120e hématie. Cette destruction, elle est responsable de la libération de 6 à 8 grammes d'hémoglobine. Et comme vous le savez que l'hémoglobine, elle est constituée de deux parties. On a la partie globinique et la partie héminique. Et donc, la partie globinique qui est constituée d'une chaîne d'acides aminés, donc elle sera hydrolysée en acides aminés, qui ensuite vont être récupérés pour rejoindre donc le pool métabolique des acides aminés. Pour la partie héminique, qui est constituée du protoporphyrine et du fer, donc on aura l'ouverture du cycle protoporphyrique ou du cycle métapyrolique par l'action de l'hème oxygénase et on aura la libération du fer. Donc le fer libéré, il va rejoindre donc, le métabolisme du fer, déjà traité dans le cours, je pense, érythrocytes. Donc le fer libéré, il faut savoir, donc rapidement, je vais passer rapidement, donc 2/3 du fer libéré, il va donc passer dans la circulation qui ensuite être lié à la transférine pour être réutilisé dans la production des autres hématies, dans l'érythropoïèse. Et 1/3 de cette quantité libérée va être stockée dans les macrophages sous forme de ferritine ou sous forme de hémozydérine. Concernant le cycle tétrapyrolique, donc on aura après l'ouverture du lemme et la libération du fer par l'hème oxygénase, la formation de la biliverdine. La biliverdine, après, elle va subir l'action de biliverdine réductase A pour être transformée en bilirubine totale, libre, non conjuguée, qui est insoluble dans l'eau, donc c'est liposoluble, qui va être ensuite liée à l'albumine ou la alpha-globine pour qu'il soit donc transporté vers le foie et être conjugué et éliminé ensuite par les urines ou au niveau fécal. Donc voilà le schéma qui résume les différentes étapes de l'hémolyse physiologique. Donc on a la captation des hémacées âgées par les macrophages, la dégradation de l'hémoglobine en partie héminique et partie globinique. Donc pour l'hème, on aura l'ouverture du cycle par l'hème oxygénase et la libération du fer, la formation de la biliverdine. Donc la biliverdine ensuite, elle va subir l'action de la biliverdine réductase pour donner la bilirubine non conjuguée. Cette molécule liposoluble va être liée et transportée par l'albumine vers le foie, les cellules donc hépatiques. On aura donc la conjugaison de cette molécule et la formation de la bilirubine conjuguée qui va donc être réabsorbée vont passer à l'intestin. Ensuite, on aura le cycle entéro-hépatique et la formation à la fin de la stercobilinogène qui va être éliminée avec les selles et l'urobilinogène qui va être éliminé par les urines. Pour l'hémolyse intravasculaire, donc d'abord on a la destruction, elle se fait au niveau des vaisseaux, au niveau de la circulation. On aura la libération de l'hémoglobine au niveau plasmatique. Cette molécule va être dégradée en 2 dimères. On a dimère d'hémoglobine qui va être capté par l'aptoglobine et l'hémopexine. Ces 2 molécules vont assurer le transport de l'hémoglobine vers le macrophage pour qu'ils seront dégradés et catabolisés en bilirubine totale. C'est la capacité de c'est-à-dire si on a trop d'hémolyse, ça rentre dans la pathologie. Donc si on a trop d'hémolyse, on aura plus de dimères d'hémoglobine qui vont être libres au niveau plasmatique. On aura la couleur rouge du sérum du plasma, ça c'est pathologique. Et aussi, on aura en parallèle l'élimination de cette molécule par les urines. On aura aussi la couleur rouge des urines suite à une
l'hyperhémolyse intravasculaire. Là, on va rentrer dans la pathologie, mais dans le cas normal qui constitue 10% de la destruction physiologique des hémacées, on aura donc une petite quantité qui va être assurée, donc son transport sera assuré par l'aptoglobine, et ensuite la dégradation, la formation de bilirubine qui sera captée par l'albumine et vont donc suivre le schéma de la formation de stercobilinogène et de l'érobilinogène. Maintenant, voilà, on a terminé tout ce qui est physiologie de l'hémolyse normale et aussi les conséquences, etc. Maintenant, comment on peut étudier la durée de vie des hémacées? Donc, comment ils savaient que l'hémacée, elle reste 120 jours. Donc, c'est simple, en utilisant, c'est pas une technique simple, mais simplement, on va utiliser une technique de radiomarquage, donc pour mesurer la durée de vie des hémacées. On a deux techniques. On a une méthode isotopique, avec production d'hémacées jeunes radiomarquées. Deuxième technique, c'est marquage isotopique des globules rouges. Ça veut dire là, on va injecter des molécules radiomarquées qui font partie, donc qui interviennent dans la production des hémacées. À titre d'exemple, le fer 59 qui est utilisé pour produire, voilà, pour fabriquer de l'hémoglobine. Donc, on va l'injecter seul et qui sera dans la circulation sanguine. On aura un taux de radioactivité mesurée. Après, rapidement, il va être capté par les érythroblastes au niveau médulaire pour synthétiser donc de l'hémoglobine. Cette fluorochrome ou cette radioactivité, elle disparaîtra après 4 jours. Donc, il va rester le fer marqué au niveau médulaire pendant une durée de 2 à 4 jours. Ensuite, on aura la réapparition de cette radioactivité au niveau de la circulation sanguine par la libération systématique des hémacées qui contient donc le fer radiomarqué. Et cette radioactivité, elle va disparaître après une durée de 120 jours. Et donc là, on peut dire que la durée de vie des hémacées, elle est de 120 jours et elle est normale. Il n'y a pas une destruction précoce des hémacées. On n'est pas dans le cadre de la pathologie. Si on a un raccourcissement de cette durée de vie, là, on parle de l'hyperhémolyse et donc une destruction prématurée des hémacées, ce qu'on appelle l'hémolyse pathologique. La deuxième technique là, c'est le contraire. On va prendre des hémacées qu'on va la radiomarquer par le chrome 51 et la réinjecter au niveau de la circulation sanguine pour voir sa durée de vie. Donc, la radioactivité, elle disparaître après 120 jours. Passons à l'hémolyse pathologique. Si vous avez compris l'hémolyse physiologique, l'hémolyse pathologique, il est très très simple parce que c'est exagération de la première partie. Donc, l'hémolyse pathologique, c'est la destruction exagérée des hémacées avec une diminution de leur durée de vie. Ça veut dire que l'hémacée c'est généralement moins de 120 jours. L'hyperhémolyse est due au vieillissement prématuré des globules rouges indépendamment de leur âge. Cette hyperhémolyse entraîne une anémie hémolytique souvent très grave avec des répercussions cliniques et biologiques parce qu'il s'agit d'une destruction précoce des hémacées et là on aura, selon donc le type d'anémie hémolytique, on aura des retentissements cliniques sur le sujet. On aura soit un simple ictère, soit une anémie discrète, soit anémie, voire même anémie sévère. Quels sont les mécanismes de l'hyperhémolyse? On a vu les mécanismes de l'hémolyse physiologique. Et tout ce qui est pathologique, ça veut dire il y a un truc pathologique qui touche les modifications physiologiques qui a entraîné le vieillissement des hémacées. Je vous donne l'exemple.
on a parlé des enzymes érythrocytaires. S'il y a une anomalie pathologique, pardon, une anomalie qui touche les enzymes érythrocytaires, là, j'aurai aussi une destruction précoce des hématies. Si on a une anomalie qui touche la membrane, parce que la membrane, c'est le cytosquelette qui permettra aussi la déformabilité érythrocytaire, là, on aura aussi une destruction précoce des hématies. Si on a une anomalie qui touche l'hémoglobine, donc, on aura la formation des corps de Henze, etc. Et dans ce cas-là, ça va aussi entraîner une destruction précoce des hématies. Et si on a une agression, un agent qui va agresser, externe, qui va agresser les hématies, là aussi, il y aura une destruction précoce des hématies. Donc, il existe plusieurs mécanismes, soit intrinsèques, soit extrinsèques, c'est-à-dire des mécanismes des mécanismes intra-érythrocytaires ou extra-érythrocytaires. Rebonjour. Allô? Allô? Désolée, j'avais un problème de connexion. En parallèle, j'avais appel en urgence. De toute façon,
Allô? Aïe, aïe, aïe. L'hémolyse. Ok. Oui, madame. Oh, voilà. Donc, il ne reste pas beaucoup de choses à dire. Donc, désolée pour voilà, cette coupure parce qu'il s'agit d'un problème de connexion. Je l'ai dit auparavant, je partage ma connexion de téléphone avec le PC. Et une fois que j'ai des appels en urgence, ça coupe entre-temps. La prochaine fois, je vais voir parce que j'ai un problème de connexion ADSL. Je vais le régler aujourd'hui et la prochaine séance, vous n'aurez pas ce problème. J'espère bien. Donc, je vais essayer de partager le PowerPoint de nouveau. Est-ce que vous avez des questions pour gagner du temps? Il n'y a pas de questions pour la première partie, la physiologie, l'hémolyse physiologique? Ah, pas de questions? C'est clair, madame. Ah, très bien. Ça remonte le moral parce que je sais que c'est le premier contact avec l'enseignant via l'audio. Je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne chose pour la première fois ou pas, mais si vous arrivez à comprendre et à suivre, c'est déjà pas mal. Donc la prochaine fois, ça sera au moins des explications sur le tableau. J'aime bien expliquer sur le tableau, mais on n'a pas le choix. On va faire avec. Le PowerPoint, j'arrive pas à le partager. Je ne sais pas s'il y a problème toujours de connexion ou pas. Aïe, aïe, aïe. Charger une copie, remplacer. Je vais mettre remplacer. Donc, parlons de l'hémolyse voilà, pathologique. Donc, c'est l'exagération de ce qui est physiologique. Ça veut dire, on a parlé de diminution du contenu rétrocytaire. Si on a, par exemple, un déficit en GSPD ou pyruvate kinase, on aura une destruction prématurée des hématies. Si on a une anomalie membranaire, par exemple la sphérocytose, électrocytose ou autre, donc on aura aussi une destruction prématurée des hématies. Si on aura une anomalie de l'hémoglobine, à savoir par exemple la drépanocytose, on aura une transformation de la forme des hématies en fossiles. Donc là, on a aussi une forme rigide des globules rouges qui vont stagner, former des thromboses et vont donner des crises vaso-occlusives. Par exemple, si on a par exemple des parasites, par exemple le paludisme qui va infecter les hématies et donc entraîner aussi une destruction précoce des toxines, c'est-à-dire il existe plusieurs mécanismes, que ce soit intracellulaire ou corpusculaire ou extracellulaire, sont des agressions soit mécaniques, soit des toxines qui vont détruire ces hématies. En plus, il existe aussi un mécanisme immunologique. Si on a une production des anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires, on aura soit l'activation directe du complément et donc la destruction au niveau vasculaire, au niveau de la circulation, soit on aura une sensibilisation, c'est-à-dire la formation du C3b, donc fraction du complément au C3d, qui va être fixée sur la membrane érythrocytaire. On aura donc la sensibilisation des hématies par des anticorps et des fractions de complément ou des fractions de complément. Et ces hématies vont être phagocytées et détruites au niveau au niveau tissulaire, donc au niveau hépatique ou splénique. On aura donc une augmentation du volume de la rate et volume hépatique. Voilà. Donc pour l'hémolyse commençant par le premier mécanisme de l'hémolyse pathologique, la diminution du rapport surface-volume. Donc, cette diminution de surface va entraîner une fragilité membranaire
Et donc, le maintien aussi en parallèle du volume du globule rouge, il faut savoir que le maintien, il est très, très important et il est fait par l'équilibre ionique qui est assuré par l'apport de l'ATP, de l'énergie, qui régule donc l'entrée du sodium et de l'eau. Et donc, tout ce qui est, voilà, on se répète, tout ce qui est problème enzymatique, problème de la pompe, problème membranaire, va entraîner une destruction des hématies. Vous allez les voir en détail dans la partie anémie hémolytique par anomalie membranaire et par anomalie enzymatique aussi. L'altération structurelle membranaire, deuxième cause, donc on aura une modification de la bicouche lipidique qui va entraîner une diminution de la fluidité de la membrane et donc qui va voilà, rigidifier donc la cellule. Et on aura je vous donne l'exemple de la formation d'acanthocytoses qui sont dues à l'accumulation du cholestérol au niveau membranaire. Et donc, cette cellule va être écartée de la circulation. Une diminution donc qui est responsable de la diminution de l'élasticité par accumulation du calcium. Et comme conséquence, on aura c'est la conséquence de la déplétion en ATP. On aura donc une déshydratation et donc une diminution aussi de la surface des hématies. Et qui dit diminution de la surface dit aussi une hyperdestruction, destruction prématurée des cellules. L'augmentation de la viscosité intracellulaire, c'est le cas de la polymérisation de l'hémoglobine S. L'hémoglobine S est une forme pathologique anormale de l'hémoglobine, parce qu'on a de l'hémoglobine normale, adulte, on a de l'hémoglobine S. Donc, il s'agit d'une mutation, d'une anomalie qualitative de l'hémoglobine normale et qui va entraîner l'augmentation de la viscosité, et cette augmentation favorise donc la captation de ces cellules par les macrophages du système phagocyte mononucléaire. L'hypersplénisme, à l'état normal, on a déjà parlé du rôle de la rate dans la destruction des hématies âgées en physiologie. Mais s'il y a des hématies qui présentent des anomalies morphologiques ou qui ne peuvent pas se déformer, donc des anomalies aussi membranaires et enzymatiques, ces hématies vont être précocement détruites au niveau de la rate. Par contre, si on a une augmentation de la taille de la rate par une pathologie, ce qu'on appelle l'hypersplénisme, cette activité, elle sera exagérée. Donc, on aura une destruction exagérée des hématies. Cette destruction, elle n'est pas due à des anomalies qui touchent les hématies, c'est-à-dire ce sont des hématies normales, mais qui vont être détruites au niveau de la rate dû à cette forme, dû à l'hypersplénisme tout simplement, donc cette augmentation de la rate qui va entraîner hyperhémolyse pathologique des globules rouges. Maintenant, l'hémolyse pathologique, il faut savoir qu'il existe, de toute façon c'est presque le même mécanisme, que presque le même lieu de destruction que l'hémolyse physiologique. On a soit au niveau périphérique, donc tissulaire ou vasculaire. Donc, tissulaire, ça concerne beaucoup plus les formes constitutionnelles ou congénitales des anomalies érythrocytaires, soit intravasculaire, donc suite à des anomalies donc mécaniques, des problèmes, voilà, des toxines, ou un problème immunologique par la production des anticorps dirigés contre des antigènes érythrocytaires. Au niveau central, c'est par l'exagération de l'érythropoïèse inefficace au niveau médulaire. Donc, on aura la destruction des hématies au niveau de la moelle osseuse avant la maturation et la libération au niveau vasculaire. Quelles sont les causes de l'hémolyse pathologique? On a deux causes. On a soit des anomalies corpusculaires, ce qu'on appelle intrinsèques, soit des anomalies extracorpusculaires ou extrinsèques. Commençons par les anomalies intrinsèques. Donc, ce sont les anomalies qui touchent l'hémoglobine ou qui touchent la membrane ou qui touchent la réserve enzymatique des érythrocytes qui peuvent
donc entraîner ce phénomène. Intrinsèques, ce sont donc les hémolyses toxiques suite à des intoxications, soit par des plantes, par des médicaments ou autres. Donc, on aura la destruction des hématies. Hémolyse mécanique par les valves, par exemple, les sujets cardiopathes qui sont opérés. Parfois, on aura ces hématies qui vont passer, ils vont être en contact avec cet appareil et donc on aura la destruction de ces hématies parce qu'il y a un obstacle qui va les détruire. L'hémolyse immunologique, c'est la réaction antigène-anticorps. Et l'hémolyse infectieuse, il y a certaines bactéries par la libération des toxines ou des bactéries qui sont obligatoirement intracellulaires, qui vont entraîner aussi la destruction des hématies. Maintenant, les conséquences de l'hémolyse pathologique. On a des conséquences, les conséquences sont variables en fonction du siège de la destruction des hématies. Si l'hémolyse se fait au niveau tissulaire, on aura une augmentation de la taille de la rate de la splénomégalie. On aura l'ictère, c'est la conséquence de la libération de la bilirubine, la formation de bilirubine. Et on a aussi l'augmentation du fer sérique, qui est aussi conséquence de la destruction des hématies et libération du fer. Et on aura de l'anémie. Donc, ce triade, splénomégalie, l'ictère et l'anémie, il s'appelle le triade hémolytique. C'est systématique. Lorsqu'on a une anémie hémolytique, on a ces trois signes cliniques qui apparaissent tout le temps. Donc, la splénomégalie, l'augmentation de la rate, l'ictère et aussi l'anémie. Donc, l'anémie, c'est dû à la diminution du taux d'hémoglobine. C'est tout à fait normal parce qu'on a une destruction exagérée des hématies. Qui dit destruction des hématies, ça veut dire il y a diminution du taux d'hémoglobine. L'ictère, c'est le produit de dégradation, l'ouverture du cycle, le cycle protoporphyrique, donc de l'hème. On aura la formation de la bilirubine qui donne donc la couleur jaunâtre au niveau du tissu conjonctival, donc les yeux, la peau, etc. Donc cette couleur, c'est pas pâle, parce que pâle, c'est le signe clinique de l'anémie, mais c'est jaunâtre. Pour l'hémolyse intravasculaire, on aura non seulement diminution du taux de l'hémoglobine par destruction des hématies, on aura aussi la libération de l'hémoglobine au niveau plasmatique, c'est l'hémoglobinémie. Donc, on aura plasma de couleur rouge, une hémoglobinurie, c'est la couleur rouge des urines, parce que si la capacité de phagocytose de l'hème est dépassée, on aura l'élimination des dimères d'hémoglobine au niveau urinaire. Bilirubine libre aussi élevée, on aura aussi chute de l'hémopexine et de l'aptoglobine qui assure aussi le transport de la molécule d'hémoglobine. Et en parallèle, on a aussi les signes d'érythropoïèse exagérée, vu que voilà, on a parlé au départ que si on a une diminution de l'hémoglobine, ça veut dire la fonction oxyphorique de l'hémoglobine, elle n'est pas assurée. Et donc, le corps humain, il va dire « Ah, j'arrive pas à bien respirer, j'ai pas une quantité suffisante d'oxygène, donc je dois stimuler la moelle, donc j'ai pas assez d'effectifs. Et si j'ai pas assez d'effectifs, je dois libérer des globules rouges. Et donc, à ce moment-là, parce qu'il souffre à l'état physiologique, il n'y a pas un manque terrible, c'est-à-dire hématie normale qui va être détruite âgée, elle est remplacée immédiatement. Par contre, là, c'est une destruction exagérée. Ça veut dire qu'il y a une chute rapide du taux d'hémoglobine et par conséquent, le corps humain, ah voilà, j'ai besoin de plus d'effectifs. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas faire un bon entretien, entre parenthèses, c'est-à-dire qu'il ne va pas libérer tout ce qui est bien, tout ce qui est compétent dans la circulation pour lui. Il a besoin d'effectifs, donc il va libérer ce qu'il a. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire d'une manière rapide, et qui dit rapidité dit, entre parenthèses, pas bien fait. Et donc, on aura la libération des cellules avec des signes de jeunesse comme
la polychromatophile, des hématies polychromatophiles. On aura la libération des érythroblastes aussi dans la circulation. Alors, ce sont des cellules avec noyau, ce sont des cellules jeunes. On aura une libération des cellules de grande taille. Cette macrocytose, elle est due à la libération d'un taux très élevé de réticulocytes. Et vous savez que les réticulocytes, c'est l'étape qui précède la transformation en globules rouges. C'est-à-dire des cellules qui contiennent encore des filaments d'ARN avec un volume globulaire moyen plus élevé que la normale. Et ça signifie que la taille, elle augmente. Ce n'est pas dû à la taille des hématies libérées, mais c'est beaucoup plus la conséquence de la libération des réticulocytes. Les réticulocytes, on aura un taux qui est supérieur à 120 giga par litre. Il faut l'apprendre. Ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on parle de l'hémolyse, lorsqu'on parle d'anémie hémolytique, quelle que soit la cause, quelle que soit l'étiologie de la destruction précoce, on a toujours un taux de réticulocytes supérieur à 120 giga par litre. Ce taux signifie que la moelle osseuse, elle travaille. Ça veut dire qu'il y a une régénération. La moelle, elle est bien, elle est là, elle produit des hématies. Mais le problème, il est soit au niveau de la qualité de la production, ça veut dire soit au niveau de l'hémoglobine, au niveau de la membrane, au niveau du contenu enzymatique, soit c'est une agression externe des globules rouges au niveau périphérique par l'hypersplénisme, par des toxines, par des bactéries, par des parasites ou par des anticorps. Donc toujours, lorsqu'on parle d'anémie hémolytique, ça c'est très important parce que vous allez les voir dans les cours prochaines concernant les pathologies des hématies. Si on dit hémolyse systématiquement égale à un taux de réticulocytes supérieur à 120 giga par litre. Ça, c'est systématique. D'accord? Pour la moelle osseuse, on a parlé que la moelle, elle va produire, c'est l'usine de fabrication, donc on aura une hyperplasie de la lignée érythroblastique. Le siège de l'hémolyse est révélé donc par l'examen isotopique, donc pour savoir est-ce que l'hémolyse est intravasculaire ou intratissulaire au niveau hépatique, au niveau splénique, au niveau médulaire. Là, on va faire donc le test de marquage avec du chrome et on va voir le circuit des hématies au cours de sa destruction. Et là, on va savoir, ça va donner des renseignements sur le lieu de destruction des hématies mal formées ou des hématies qui posent un problème. Voilà, maintenant, on va terminer ce cours ou cette partie par l'exploration de l'hyperhémolyse. Comment on va dire, on va confirmer, on va poser donc le diagnostic d'une anémie hémolytique. C'est très simple. On a 3 panoplies d'examen. On a les tests de routine qu'on va les faire en face, c'est-à-dire qu'on a un patient qui présente des signes cliniques et là, on doit faire des examens de routine pour confirmer le pâleur, l'asthénie, parce que qui dit « Ah, je suis fatiguée, généralement, j'ai une dyspnée d'effort, voilà, il est pâle. » Dans ce cas-là, on va penser à une anémie et donc le médecin, il va explorer l'anémie par la numération, bien sûr, formule sanguine, frottis de sang périphérique. Par aussi le taux de réticulocytes parce qu'on a une anémie. Et donc, est-ce qu'il s'agit d'une anémie d'origine médulaire, c'est-à-dire la moelle, elle n'arrive pas à fabriquer des hématies, ou périphérique? Et là, on va faire le taux de réticulocytes. Si le taux il est supérieur à 120 giga par litre, donc c'est une anémie qui est régénérative, probablement il y a de l'hémolyse. S'il est inférieur à 120 giga par litre, donc c'est au niveau médulaire et donc c'est arogénératif et on va chercher une autre cause. On a le dosage de la bilirubine pour confirmer l'hémolyse parce que c'est un produit de la destruction des hématies et du catabolisme de l'hémoglobine. Et le dosage du fer sérique parce qu'il est augmenté vu qu'on a libération de ce dernier dans la circulation sanguine. Deuxième test à effectuer sont les tests de confirmation d'hémolyse et se fait par l'étude de la durée de vie des hématies par des techniques de marquage déjà traitées dans la première partie de l'hémolyse physiologique et pour aussi
préciser le siège d'hémolyse. Pour les tests à visée étiologique, on a parlé des différentes étiologies. Maintenant, il faut préciser est-ce qu'il s'agit d'une anomalie d'hémoglobine, anomalie membranaire, anomalie enzymatique, et là, des examens qui permettront de mettre en évidence. On ne va pas les lancer en même temps, ce sera en fonction, cas par cas, en fonction des signes cliniques, en fonction du sexe du sujet, en fonction de l'expression, est-ce qu'elle est au sein de la famille, familiale ou pas, etc. Donc, on va prescrire des examens afin de trouver l'étiologie responsable de cette destruction prématurée des hématocytes, à savoir, on a l'électrophorèse de l'hémoglobine, on a le dosage de la GSPD par exemple, on a le test direct à l'antiglobuline pour la recherche de la sensibilisation, pour mettre en évidence des hématocytes sensibilisés in vivo par des anticorps et autres. Voilà, donc on a terminé le cours. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez m'envoyer vos questions sur cette plateforme. Si j'ai le temps, j'espère que j'aurai. Donc, je vais vous répondre immédiatement, soit aujourd'hui, soit demain, donc au cours de ces 3 jours. D'accord? C'est bon? Allô? Allô, allô? Pas de questions? Pas de questions? Il n'y a personne apparemment, je suis seule. Allô? C'est bon, madame, c'était clair, merci beaucoup. Donc, voilà, bon week-end et voilà, bon révision. Essaye de réviser en parallèle parce que je sais que surtout cette partie, elle est trop chargée. Au départ, elle apparaît que c'est clair, c'est facile, oui, c'est facile, mais il faut réviser cours par cours, c'est-à-dire il ne faut pas laisser les cours, voilà, il faut pas tarder à commencer la révision parce que vous aurez ensuite tout ce qui est anomalie de la lignée rétrocytaire. Après, ce sera la physiologie de la lignée blanche, des leucocytes, ensuite la pathologie. Donc, commencez à réviser dès maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même dans les semaines qui viennent. Donc, si je lis vos questions, donc je vous réponds immédiatement, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, au revoir, à la prochaine.